Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le déploiement de la 5G, très attendu. Vous l'avez annoncé tout récemment, les préparatifs sont en cours. Les infrastructures, les opérateurs, les fréquences nécessaires. Est-ce que tout cela est déjà prêt, monsieur le ministre? Très bien. Merci déjà d'avoir posé cette question que j'imagine que tout le monde attend avec impatience. Déjà, je tiens à les rassurer, l'Algérie n'est pas en retard. Beaucoup me disent on est en retard par rapport à d'autres pays. Non, on n'est pas en retard. Pourquoi? Tout simplement parce que la 5G dès son lancement, donc il y a pratiquement 7 ans, beaucoup de pays n'ont pas vu le retour sur investissement dans les meilleurs délais. Pourquoi? Parce que les use cases, qu'on appelle les cas d'usage, n'étaient pas tellement variés. Maintenant, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, donc on profite pleinement de cette 5G, de cette technologie, et même on peut dépenser moins pour profiter beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je dirais ça tombe à pic que maintenant avec tous les préparatifs, d'ailleurs même les opérateurs téléphonie mobile, ils ont fait déjà des tests il y a quelques années et qui ont montré qu'ils sont aptes avec leurs équipements qui ont été déjà déployés dans la 4G à lancer extrêmement rapidement. Bien sûr, il faut savoir que la 5G a besoin de tout un environnement, donc une batterie de textes, de réglementaires et de bandes de fréquences parce que pour certains, ils me disent, OK, lancez-nous la 5G. Mais cette 5G, il faudrait qu'on ait une expérience utilisateur inédite. Et pourquoi déjà la 5G? La 5G répond à une problématique de latence. Donc elle a une latence beaucoup plus importante, pour ne pas dire moindre que celle de la 4G. Et aussi, elle n'est pas faite, la 5G, pour justement faire du streaming, regarder les vidéos YouTube ou Facebook ou les autres plateformes. En fait, c'est plutôt pour machine to machine, IoT et l'Internet des objets. Donc, elle répond à un besoin de l'industrie moderne, l'industrie 4.0. Elle répond à un besoin, par exemple, de la chirurgie, de l'éducation et d'autres domaines qui nécessitent un débit, donc un throughput important, avec une latence moins importante. Ça d'un côté. De l'autre côté, pour pouvoir justement répondre à ces besoins-là, ou ces exigences, on a besoin de fréquences. Et il y a les fréquences basses et les fréquences hautes. Et ces fréquences-là, ce qu'on appelle les denrées rares, on en dispose, mais il faudra faire ce qu'on appelle aussi le refarming. Donc, redéployer des fréquences pour permettre aux opérateurs de jouir d'une bande de fréquences importante pour atteindre les débits nécessaires. Sinon, si on avait lancé la 5G il y a 2-3 ans, on aurait peut-être donné des débits qui ne sont pas à la hauteur des exigences du consommateur ou des utilisateurs. Aujourd'hui, on a travaillé avec les différents secteurs et services concernés. Il y a un projet qui est pratiquement achevé et qui normalement donnera des fruits très 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 probants. On a approfondi les études et suite aux instructions de Monsieur le Président de la République, on est en train encore d'approfondir les études techniques et en concertation avec les différents services pour justement avoir le meilleur expérience utilisateur et le profit économique à la fois pour l'État, pour les utilisateurs et pour les opérateurs économiques. Doit-on s'attendre à son lancement cette année? Je vais dire Inch'Allah, oui, tout est prévu, donc tout est en route, donc notre roadmap, c'est pour que si tout se passe bien, ce sera pour le deuxième semestre 2025, Inch'Allah. Très bien. Alors aujourd'hui, est-ce que on s'arrête là, monsieur le ministre, ou l'Algérie suit déjà ou va suivre les évolutions dans le monde et commence à se penser sur la 6G avant même donc de lancer? Est-ce qu'on y pense? Au fait, dans les générations et les technologies, il y a un cycle de vie par génération. Et la 5G, elle overlap donc avec la 4G. Donc les standards de la 4G, c'est bon, ils sont là, donc elle atteint ses limites. La 5G, il y a même la 5G Advanced qui a encore du chemin à faire. Mais aussi, donc il y a les standards de la 6G qui sont en train d'être écrits. Et on prévoit carrément, dès qu'on lance la 5G, bien sûr, il ne faudrait pas qu'on Oui, commence à mettre la charrue la avant les bœufs. exactement. Du coup, dès qu'on lance la 5G, sous peu, Inch'Allah, on pourra même faire des essais de la 6G. Pourquoi pas? Parce que, d'ailleurs, on est fiers de le dire, hein, parmi ceux qui ont écrit les standards de la 5G,
on a une sommité mondiale qui est un Algérien. Alors, en l'occurrence, je le salue au passage, professeur Marwan Debach, qui était parmi nous donc, lors du Connected euh, algérien, Algérien. donc la semaine passée. Et donc, il a écrit donc, les standards et les normes de la 5G. C'est une sommité donc, qui est prisée par les 20 les constructeurs de télécommunications et de technologies nouvelles. Il participe aussi dans les ateliers de rédaction donc, des standards de la 6G. Et tout à notre honneur donc de pouvoir faire les tests de la 6G sous peu, d'ici la fin d'année, pourquoi pas, ou début d'année prochaine, Inch'Allah. Très bien. Alors, avant d'arriver à cette technologie, on va revenir donc à cette stratégie qui est tracée pour la généralisation de la fibre optique. Donc, toute une feuille de route aujourd'hui. Où nous en sommes en matière d'exécution, monsieur le ministre? Très très bien. L'Algérie, il faut savoir, d'ailleurs, à chaque fois je le dis, je suis tellement fier, non seulement d'Algérie Télécom, mais surtout de notre pays. L'État a dépensé d'énormes budgets, non seulement pour cette infrastructure qui est très importante, mais aussi de donner de façon équitable, j'y viens équitable, l'accès à l'Internet au même titre aux Algériens qui sont à l'extrême est, ouest, à l'extrême sud, même si c'est dans des villages lointains, dans des localités lointaines. La dernière fois, j'étais en visite à Adrar, à Tamanrasset, et on a été même dans des localités extrêmement isolées, ils avaient de la fibre. Donc ça, c'est une fierté. Et j'ai été dans mon parcours professionnel dans plusieurs pays, en Afrique, en Asie, en Europe, la fibre n'est pas aussi déployée autant que ça. Bon, parce qu'ils ont aussi du cuivre qui est déployé, mais atteindre ces niveaux de pénétration de fibre optique, ça ne peut être qu'une fierté, qu'on ne peut qu'être fier. Ça est d'une. De deux, aujourd'hui, l'objectif c'est que en 2027, on sera 100% fibré. Mais aussi, derrière, il y a le mindset du consommateur. Il faudrait que le consommateur aussi s'aligne, adopte cette fibre optique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. La ville de Constantine, la ville d'Annaba, ils sont 100% fibrés. Alger, on dépasse les 92% de taux de pénétration de la fibre optique. Et on a ce qu'on appelle les ODN qui sont déployés, 6,2 millions. Et on arrivera à saturation à peu près à 7 millions. Par contre, ce qui est vendable, ce qu'on pourra vendre, c'est 4,2 connexions. Mais ce qu'on a vendu à date, et dans les prochains quelques jours, on arrivera à 2 millions d'utilisateurs fibre optique, donc clients. Vous allez me dire pourquoi ces chiffres-là? Pour la simple et unique raison, parfois on déploie donc une capacité dans un quartier où il est habité par 50 personnes, alors que les cartes qui ne sont pas compressibles, c'est des cartes de 1000 utilisateurs. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a plus de capacité que d'utilisateurs finaux. Et même si on a la même capacité pour les utilisateurs, ce n'est pas tous les utilisateurs qui ont cette tendance d'aller vers la fibre. Pourquoi? Parce que la résistance au changement est liée. On souffre de ça. Certains, ils sont très à l'aise avec leur numéro de téléphone qu'ils ont depuis 30 ans, 40 ans. Dès qu'on change vers la fibre, on change de numéro de téléphone. Et pour certains, c'est une dépendance, cette liaison, on va dire, cet attachement à ce numéro de téléphone. Ils disent non, je ne veux pas de cette fibre. Malheureusement, ça va venir dans 2 ans. C'est inévitable. C'est inévitable. On est obligé d'éteindre la cuivre. Et aussi, je dirais, ça c'est un signal d'appel que je lance aux nos chers auditeurs. Euh, En Algérie, on a nos coutumes, nos traditions, donc je respecte ça, je suis algérien, donc même moi, je voudrais bien que les installateurs viennent quand je suis à la maison. Et c'est ce qui, au fait, retarde un petit peu le déploiement de la fibre. J'incrimine pas et je mets pas tout ça sur le dos des utilisateurs finaux, mais souvent, quand on part pour faire une installation dans les domiciles, donc on nous dit passez le samedi parce que le jour de semaine, il y a ma femme, il y a mes enfants, il y a ma mère, je ne peux pas vous laisser rentrer. Même si on a des agents femmes qui accompagnent l'équipe d'installation, mais on ne peut pas satisfaire tous les besoins. Donc du coup, ça nous retarde Ça prend plus de temps. plus de temps, ça nous retarde légèrement. Ceci dit, il faut être conscient d'un truc très important. En Algérie, on offre 1,2 gigabits, chose qui, je dirais, on a le premier pays en Afrique à avoir lancé ça, et l'un des rares pays au monde qui offre pour les maisons 1,2 giga pour moins de 5000 dinars. Ça, je pense que c'est un package qui est l'un des meilleurs au monde. Ça est d'une. De deux, le citoyen va nous dire, quand je fais des tests, j'ai un débit très très mauvais. Effectivement. C'est le cas. Mais je veux dire pourquoi. Puisqu'au fait,
ce résultat sont biaisés par deux paramètres. Le premier paramètre, c'est que, en fait, il y a une combinaison entre euh, la connexion cuivre et la connexion fibre optique. Et donc, quand on fait des tests chez les providers, donc Ookla, Speedtest et Fast et d'autres plateformes, il ne fait pas le distinguo entre fibre et cuivre. Donc, il fait la médiane des deux. Ça est d'une. De deux, on a peut-être des modems qui sont anciens, de quatrième génération, et on va avoir les débits des IP6 et IP7. Et ça, c'est pas possible non plus. Et le pire, c'est que on est un consommateur très exigeant. Et on est fier de cet Algérien qui est très exigeant. D'ailleurs, l'obligation d'Algérie Télécom, c'est de répondre aux besoins des consommateurs. Mais cet consommateur qui est exigeant, il fait des tests de façon euh, pas périodique, mais systématique, à chaque fois qu'il a une mauvaise connexion. Et d'une. De deux, quand il n'est pas en face de son modem. Et d'ailleurs, pour la fibre optique, on a du FTTH, donc c'est Fiber to the Home, et du FTTR to the Room, donc à la chambre. Il faut être en face de son modem pour tester la meilleure La vitesse. connectivité et le meilleur débit. Si on part dans des chambres ou dans des coins isolés, on ne peut avoir qu'un débit qui est moindre. Et surtout que le citoyen ou l'utilisateur, il teste dans ce qu'on appelle le peak hour. Donc là où il y a le plus de trafic et de congestion, on teste à 10 reprises pour dire voilà, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Et ça augmente. Je vais vous donner un chiffre qui va être choquant peut-être. On a constaté qu'en Algérie, on fait 1,2 million de tests par jour, Ce qui est énorme. comparé à d'autres pays qui font 120 000. Et donc, bien sûr, ce qui est retenu, c'est à peu près 100, 130 à 140 000 et qui n'est pas réellement représentatif. Donc, si on fait un filtrage, on est loin euh, derrière ces chiffres-là et on a une médiane qui est importante, qui est aux alentours de 40 mégas. Alors, pour améliorer la connectivité, pour améliorer également donc la couverture du territoire national, vous l'avez dit aujourd'hui, même les localités les plus éloignées sont connectées à la fibre. Les axes routiers, les projets structurants, c'est également dans le programme. Au fait, bon, les axes routiers, on les couvre par le réseau mobile. Donc, la fibre optique, il faut savoir qu'Algérie Télécom a Oui, déployé 265 000 kilomètres de fibre optique. C'est juste énorme. Il faut juste répéter les chiffres deux, trois fois pour saisir l'ampleur. Donc oui. 265 000 kilomètres, sans parler des réseaux qui sont déployés par Sonatrach, par les autres, par le chemin de fer, donc et les autres entreprises. Donc, il faut savoir que l'infrastructure télécom en Algérie, c'est la plus résiliente et la plus importante du continent, pour ne pas dire qui concurrencie d'autres pays dans le monde. Alors, monsieur le ministre, avant de clore ce chapitre connexion, disons, donc les axes routiers, vous avez dit, il y a les opérateurs de téléphonie mobile qui sont donc chargés de couvrir tous les axes routiers, sachant que l'Algérie en a quand même beaucoup de kilomètres à couvrir. Alors, où on en est? Comment vous évaluez cette Au couverture? fait, les cahiers de charges et les licences qui ont été attribuées au titre de, par exemple, la 2G, la 3G, la 4G, par des actes routiers. Et c'est clair que dans certaines localités, je dirais pas que l'opérateur n'a pas déployé, mais il y a des lacunes. Donc, je fais souvent l'autoroute Est-Ouest, par exemple, et je suis pas satisfait. D'ailleurs, raison pour laquelle on a lancé avec nos services ce qu'on appelle les drive tests, donc des tests de qualité sur l'autoroute Est-Ouest. Et on a communiqué donc aux opérateurs lors d'une réunion. Certes, c'est le rôle du régulateur, qu'il fait aussi son travail euh, en respectant donc les obligations des cahiers de charges. Donc, il adresse des avertissements aux opérateurs, mais on a appuyé ça donc par des drive tests qu'on a effectués. Donc, on a communiqué ça aux opérateurs. Donc, notre mécontentement, parce que dans notre secteur, la qualité de service et le service au client est très important. Donc, on a communiqué ça aux opérateurs, on leur a même donné un ultimatum. Ils ont pris l'engagement que d'ici le 15 juin, d'ailleurs j'ai promis, que je ferai moi-même l'autoroute Est-Ouest et je vais vérifier sur les trois opérateurs la qualité de service personnellement. Et à ce moment-là, on fera remonter l'information à l'opérateur, donc enfin au régulateur, pardon, qui prendra les mesures nécessaires pour sanctionner les opérateurs qui pourront euh, ou ne respecteront pas les obligations du cahier de charge et éventuellement donc ne seront pas au rendez-vous. Déjà pour commencer l'autoroute Est-Ouest et les grands axes routiers qui sont mentionnés donc dans les licences et les cahiers des charges.
Très bien. Alors, autre secteur qui attend d'être accompagné ou qui doit être accompagné, celui de l'industrie, des différentes zones d'activité, des différentes zones économiques. Le raccordement des zones industrielles. Aujourd'hui, certains opérateurs posent la question ou le problème de lenteur dans le raccordement des zones industrielles par la fibre optique. Qu'est-ce qui est prévu? En fait, le déploiement de la fibre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai souligné, les zones industrielles, sont souvent, pour ne pas dire, tout le temps, au niveau des axes routiers et que juxtaposent les agglomérations. Et là, on a de la fibre qui passe juste à côté. Donc, faire une brèche et ramener la fibre à l'intérieur, euh, c'est à la demande parce que c'est une zone, on va dire, privée. C'est à la demande du gestionnaire de la zone industrielle. Donc, nous, ça nous intéresse d'y aller dans toutes les zones parce que c'est des clients pour Algérie Télécom. Cependant, s'il y a un blocage du gestionnaire de la zone, c'est clair qu'on ne va pas piétiner sur des prérogatives qui ne sont pas les nôtres. Donc, d'Algérie Télécom, je dirais. Mais dans le programme d'Algérie Télécom, c'est d'aller sur toutes les zones. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y a une zone qu'on ne couvre pas aujourd'hui, à moins qu'il y ait une zone nouvelle qui est en cours de construction, donc pour les travaux. Mais dans les conventions d'ailleurs signées entre Algérie Télécom, par exemple l'ADL et des entreprises de gestion de zones industrielles, donc il y a déjà des préparations. Donc on met euh, les installations qui sont prêtes à recevoir de la fibre optique. Donc pour dire tout simplement qu'on est qu'on a tracé le déploiement de ces zones industrielles qui ne sont pas encore couvertes, pour dire à très court terme. Très bien. Alors aujourd'hui, Monsieur le Ministre, c'est donc toute une stratégie qui est déployée pour améliorer la connectivité en Algérie. Comptez sur les compétences algériennes. Vous avez cité un cas en parlant donc de la 5G, de la 6G. Aujourd'hui, comment vous comptez œuvrer au niveau de votre département justement pour capter toutes ces compétences, où qu'elles soient, donc pas uniquement à l'université ou dans les centres de formation professionnelle, mais même en dehors. Très très bien. En fait, on a pris une batterie de mesures. L'INDEL, donc non seulement pour accompagner donc ces talents dans le secteur de TIC, mais aussi donc suite aux instructions de Monsieur le Président de la République, c'est d'atteindre les 20 000 startups à moyen terme pour accompagner le département du ministère des startups et de l'économie de la connaissance. On a déployé ce qu'on appelle les skill centers. Ces skill centers, c'est des centres de formation pas diplômantes, mais certifiantes et aussi à titre gratuit. Donc c'est gratuit. On en a déployé maintenant donc, sur 4 régions. Donc il y en a un Sétif, à Oran. Bientôt on va inaugurer celui de Annaba, de Chlef, et ça va être déployé sur tout le territoire national. C'est quoi ces skill centers? Donc on va enseigner l'IA, la cybersécurité, les TIC, l'informatique, le codage, et tout ça gratuitement. Vous allez me dire pourquoi ça? Et d'une, pour ramener sous le radar tous ceux qui ne sont pas visibles. Aujourd'hui, on a des talents, peut-être qu'ils n'ont pas été à l'université, ou peut-être même ils ont été diplômés il y a 4, 5 ans ou 6 ans, mais qui n'ont pas profité de cette, je dirais, écosystème, de ce qui se passe maintenant au niveau des universités. Donc on leur donne une plateforme pour paraître, pour participer, même créer leurs entreprises et participer donc à l'économie nationale, cette nouvelle relance. Donc ces skill centers vont donner un boost et un nouvel air donc de type de formation. Donc on a l'enseignement supérieur qui est en train d'encadrer donc des ingénieurs, des doctorants et des chercheurs, la formation professionnelle qui est en train de former même dans des domaines techniques. Et aussi, donc nous, ce qu'on appelle bridging the gap, donc on est en train de colmater les brèches là où il y a les manquements, ou là, la communauté qui n'a pas pu joindre les centres de formation professionnelle, encore moins l'université, donc on est en train de les former, donc c'est des centres qui sont ouverts au grand public, et généralement on choisit le site qui soit sur une rue piétante, donc pour qu'il soit accessible à tous. Très bien. Alors, juste, Monsieur le Ministre, pour rester dans ce chapitre qui concerne donc la connexion et le contenu justement aujourd'hui qui circule donc en dehors donc des sites, il y a les réseaux sociaux qui souvent échappent à toute réglementation. Est-ce que justement aujourd'hui on met en place un cadre juridique pour le contenu
qui circulent sur les réseaux sociaux, monsieur le En ministre? fait, il y a un groupe de travail qui est en train de travailler sur ce volet-là. On donnera les résultats donc sous peu. Je préfère ce qu'on est en train de faire maintenant, ce qui est très important, c'est qu'on est en train d'essayer de restructurer notre département ministériel parce qu'il faudrait qu'il soit au diapason des technologies nouvelles. Aujourd'hui, au niveau de notre département ministériel, on est en train de créer une équipe qui sera chargée de suivre, d'être une interface avec les plateformes des réseaux sociaux et d'autres activités, par exemple de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, bien sûr du secteur ou du département ministériel, sans pour autant piétiner sur le prérogatif d'autres départements, ça c'est clair. Donc on avance, on change, on se modernise tout en s'adaptant à ce qui se fait dans le monde, Une éthique, donc, à mettre en place aujourd'hui? éventuellement. Très bien. Alors, autre créneau important pour votre département, celui de la Poste. Une entreprise très importante dans la vie quotidienne de l'Algérien, qui se modernise, elle aussi, notamment avec la numérisation de plusieurs services qui est proposé aux utilisateurs de l'entreprise. Va-t-elle, elle aussi, Algérie Post, bénéficier d'un autre plan, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle feuille de route pour améliorer encore plus l'expérience des clients et les services qui leur sont proposés? Très très bien. Ce que je dis toujours, c'est que on est le ministère de la Poste et des télécommunications. Donc je trouve le secteur de la Poste, c'est ma priorité zéro. Et puis donc les télécommunications, pour ne pas les dénigrer, c'est-à-dire, mais pour moi, pourquoi? Parce qu'on a la Poste qui est ce mastodon. C'est un géant. Si on compare à d'autres établissements en Afrique ou même en Europe, quand on voit qu'on a 30 millions, c'est 29 millions, 800 000 comptes ouverts, dans 23 millions actifs. Donc c'est un mastodon, c'est un géant, c'est pas rien. Et c'est une structure très sensible. C'est clair qu'on doit s'améliorer encore une fois, donc et se moderniser et être toujours à la page. Ça nécessite un travail de fond et qui prend un peu de temps. On peut pas, en fait, on doit faire la différence entre urgence et précipitation. L'urgence, c'est de se mettre au diapason. La précipitation, c'est de faire les choses de façon, je dirais, aléatoire. Non, on prend le temps nécessaire pour restructurer et se mettre donc à la page et offrir de meilleures qualités de service, non seulement aux citoyens, donc aux clients de la Poste, mais aussi aux employés de la Poste qu'on doit mettre dans un cadre de travail convivial qui leur permettra d'offrir les meilleures prestations de services. Donc, on a une feuille de route qu'on a mis en place, il y a une restructuration, une amélioration des services et de nouveaux services qui seront offerts et annoncés sous peu, Inch'Allah. Quels sont les axes principaux de cette feuille de route, monsieur le Déjà, ministre? je vais vous donner des chiffres. Aujourd'hui, euh, ce qui est très important, il faut savoir qu'on a pas moins de 4300 bureaux de poste à travers le territoire national. Ce que je vous ai dit il y a quelques temps, je me souviens très très bien, quand j'étais très jeune, je partais avec mon père, là, donc on envoyait des mandats CCP. De l'extrême est, ça arrivait à l'extrême ouest en une fraction de seconde. Mais on vulgarisait pas ça. Donc en Algérie, on avait le système de banking le plus, je dirais, moderne depuis très très longtemps. Mais pour nous, c'est un acquis, donc on ne communiquait pas sur ça. Alors que, certes, il y a des technologies nouvelles maintenant qui sont là, mais je défie quiconque, hein. Depuis toujours, on envoie les mandats CCP de bout en bout. C'est à l'instant T qu'on perçoit notre argent. N'est-ce pas une solution qui est complète, qui est moderne, qui est ingénieuse? Donc, certes, il faudra maintenant passer au digital, passer à l'utilisation de la téléphonie, donc dans l'utilisation courante. Donc, ça est d'une. De deux, dans la monétique, Mobile Finance Services, on doit se mettre au diapason. On y travaille. Donc, il y a, par exemple, l'application Balidimo que tout le monde utilise, donc, et qui représente, on va dire, 90% des transactions qui se font sur la scène financière digitale aussi dans le pays. Donc ça aussi, c'est une autre plateforme importante, c'est une autre solution aussi qui est en train d'être modernisée, sur laquelle on travaille. On a donc, depuis quelques mois, donc on a mis un plan d'action. D'ailleurs, il y a eu même, je dirais, j'ouvrirai une parenthèse, lors des mises à jour des solutions, parfois, c'est un software qui est lourd,
qui a des millions d'utilisateurs. C'est normal qu'il y a, je dirais pas des bugs, mais des latences, quand on met des mises à jour, des latences de traitement de données. Et je rassure encore une fois les utilisateurs, soyez rassurés, il y a non seulement des backups, mais des niveaux de sécurité qui font en sorte que il n'y aura pas d'altération de service, et il n'y aura pas de perte de données, et il n'y aura pas de risque sur leur compte, encore moins sur leur contenu. Alors, la banque postale, c'est toujours en programme, monsieur le ministre? Je préférerais dire maintenant, à ce stade-là, on ira pourquoi pas par la banque postale digitale. Parce que Donc, l'infrastructure, elle est là. On a les infrastructures. Et si on est en train de pousser pour le paiement électronique, autant aller vers la banque postale digitale. Donc il y a beaucoup de néobanques qui existent et qui sont créées à droite et à gauche de par le monde. Pourquoi ne pas avoir notre banque postale digitale? Et là, ça va révolutionner encore le service au client. justement, en parlant de e-payment et de m-payment, donc le paiement électronique et le paiement mobile, monsieur le ministre, il y a des objectifs qui sont tracés donc par le gouvernement pour la généralisation du paiement électronique et par la suite du paiement mobile. Comment vous comptez œuvrer pardon, au niveau de votre département? Comment vous allez suivre un peu ces orientations? En fait, on a eu une expérience avec le paiement électronique. Déjà, il faudrait que le consommateur adopte cette approche. En termes de transactions, même si ça, il y a une croissance quand même qui est très visible, mais ça reste maigre. On dépasse les 90 millions de transactions pour l'année passée, mais ça reste maigre. Mon objectif, c'est d'atteindre 1 milliard de transactions par année, c'est-à-dire pas moins de 100 millions par mois, et qui restera encore maigre. Pourquoi? Parce que euh, aujourd'hui, on doit être dépendant du paiement électronique. Maintenant, on est dépendant du cash. Donc tout le monde qui va vers le cash, ils utilisent le paiement électronique pour probablement quelques factures. Si on fait une équation, on trouve qu'on paye notre facture d'électricité, notre facture de téléphone, notre facture d'eau, pour aller à 70% des utilisateurs payent ça électroniquement. Peu de gens payent au niveau des TPE, donc au niveau des marchands, mais l'objectif c'est d'aller vers une vulgarisation du paiement électronique. Comment? Par des solutions donc, et des services et je dirais des incentives pour non seulement l'utilisateur, mais aussi le marchand. Il faudrait au fait que le marchand se mette dans la peau de ce marchand qui veut uniquement être payé électroniquement. Et là, on a un plan de communication, mais aussi un plan technique qu'on a mis en place qui va voir le jour sous peu. Je ne vais pas annoncer ça maintenant. Donc, ça va venir très bientôt, Inch'Allah. Donc, on a mis en place donc, des mécanismes. On travaille donc, avec l'équipe de développement, l'équipe technique et l'équipe, surtout la sécurisation, parce que, encore une fois, c'est très important. On gère des centaines de millions, pour ne pas dire de milliards de dinars et une trentaine de millions de clients. Donc, c'est pas rien. Très bien, peut-être un dernier axe, monsieur le ministre, qui concerne donc les distributeurs, justement, en parlant d'Algérie Post, donc les GAB, qui sont déployés un peu partout à travers le territoire national. Est-ce qu'on prévoit d'installer de nouveaux distributeurs et surtout, est-ce qu'il y a disons, une nouvelle manière de gérer les pannes qui étaient quand même assez, qui sont parfois récurrentes au niveau de certains distributeurs? En fait, le distributeur, c'est le sujet qui revenait à chaque fois. Maintenant, je dirais, Dieu merci, on a pu mettre en place avec l'équipe, donc j'étais même sévère avec les prestataires et l'équipe technique, on a mis en place un mécanisme qui a donné ses fruits. Donc, dès que je rejoins le ministère, on avait un parc qui roulait à peu près, ou fonctionnait à peu près à 70%. Donc, sur les 2000 distributeurs qui étaient disponibles, on avait à peu près 500 qui étaient hors service à chaque fois. Pour certains qui avaient même une année, 2 ans qui étaient hors service. Donc on a mis en place un mécanisme et là maintenant on est à un taux de disponibilité de 98%. Il y a un mois on était à 96 et c'est normal, comme c'est des automates, il y a de l'électronique, il y a de la mécanique, donc c'est normal que ça tombe en panne. Pourquoi? Parce que le nombre, il y a ce qu'on appelle le MTBF, Making Time Between Failure. Donc chaque équipement électronique et mécanique, et là ce MTBF par rapport à chaque pièce de rechange. Et ces pièces mécaniques, euh, dès qu'on a
un taux de rotation. C'est comme le véhicule quand on fait le vidange après 10 000 km. D'autres véhicules, ils vous disent, ou d'autres huiles, après 20 000 km et d'autres après 5 000. Donc c'est pareil pour ces distributeurs automatiques d'argent. Donc dès qu'ils arrivent à un certain niveau de transaction, on est obligé, enfin, ça peut tomber en panne. Mm. Il y a un bourrage de billets, et il se peut que problème, je dirais, électronique, qui n'est pas prévisible, donc qui fait que on a des pannes maintenant qui datent d'hier ou d'avant-hier. Donc on a réduit les délais d'indisponibilité et on a mis un mécanisme donc d'alerte aussi dès qu'il y a un distributeur qui est en panne. Donc au niveau du nord, parce que c'est des SLA, Service Level Agreement avec des partenaires, donc c'est 24 heures pour la réparation. Des hauts plateaux, parce que les zones commencent à être lointaines, donc c'est des équipes qui sont éparpillées sur le territoire national, donc c'est 2 jours. Au niveau de l'extrême sud, c'est 3 jours pour réparer ces distributeurs. Alhamdoulilah, donc on avait un mois de Ramadan qui est passé de façon très smooth, donc il n'y a pas eu d'indisponibilité de gap, encore moins de liquidité, et ça s'est très très bien passé. Bien sûr, euh, en plus donc de la vulgarisation du paiement électronique pour lequel on pousse encore, il y a un projet et des projets donc de redéploiement. Et donc d'ici la fin d'année, si tout va bien, on aura à déployer encore pas moins de 400 nouveaux DAB pour aller sur une autre phase début d'année prochaine. Il faut savoir, pour certains, je dirais, citoyens qui demandent dans notre localité, on voudrait ça demain, on n'en a pas ça dans le dépôt. Il faudrait faire des appels d'offres internationaux parce que c'est des fabricants, c'est des géants mondiaux, donc qui vont participer à ces appels d'offres. Il y a aussi le code des marchés publics qu'on est obligé de suivre à la lettre, et c'est des délais incompressibles. Et c'est pour ça, donc, dès l'appel d'offres à l'attribution du marché, la production, l'acheminement, le déploiement, ça peut prendre entre 6 mois à 9 mois. Très bien, merci Monsieur le Ministre. On C'est moi arrive qui vous à remercie. la fin de notre émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle, Madame, Monsieur, que nous avions avec nous ce matin Monsieur Sid Ali Zalouki, ministre de la Poste et des Télécommunications. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée et à demain.